commencer. Hein. Donc François, je me présente, François Lessables, architecte cloud et big data chez PSA. Là, je ne vais pas vous parler de big data, mais de la partie stratégie cloud chez PSA. Et comment on a basculé en fait sur de la partie open source. Alors, historiquement, en fait, le cloud qu'on a commencé en fait, chez PSA avec une organisation qui a commencé dans les années 2000, où c'est l'infrastructure qui mettait à disposition les infrastructures des clients. Avant les années 2000, c'était les clients qui achetaient leur infrastructure, faisaient appel à des équipes système pour installer l'OS, etc. Donc, ce qui a un peu changé la donne, c'est les années 2000 où on a commencé à mettre un groupe qui a organisé les ressources et organisation en silo où chaque équipe en fait développait des scripts. Et dans les années 2005, on a commencé en fait à constituer une stratégie de cloud en se basant en fait sur des stratégies d'OS et de support où chacune des équipes en silo avait choisi l'hyperviseur natif de l'operating system. Donc sur Linux, on a commencé avec SUSE, donc en utilisant l'hyperviseur SUSE. Les équipes Windows avec Hyper-V, qui est arrivé un petit peu sur le tard. Au tout début de l'histoire, on avait commencé avec VMware sur la partie Windows, qu'en 2003-2004, Windows n'avait pas encore Hyper-V. Donc on a introduit du VMware, mais qui nous coûtait extrêmement cher. Donc dès qu'Hyper-V est sorti, on a viré VMware pour continuer cette stratégie d'utiliser l'hyperviseur natif de l'operating system et d'avoir un seul interlocuteur. Et on était très très Solaris. On avait du Spark à l'époque et on est très vite passé sur une stratégie Full x86 sur de la commodité. Donc en termes de stockage, on avait aussi une stratégie lors du lancement de notre cloud d'essayer de virtualiser le stockage pour facilement en fait, remplacer en fait, un fournisseur de stockage par un autre. Donc on a introduit la solution IBM SVC qui nous permet en fait, derrière de virtualiser du stockage et tous les 2 ans de changer de back-end de stockage si l'on le souhaite. Sur les applications premium, on avait par contre de l'EMC, on a toujours de l'EMC. Et pour tout ce qui était stockage partagé, traditionnellement du NetApp. Donc tout ce cloud en fait a été basé après derrière sur l'automatisation et l'acquisition d'un outil d'orchestration. Donc on a retenu après un appel d'offres l'outil HPO, qui a permis en fait d'orchestrer des processus techniques d'équipes en silo pour derrière, avec un développement maison, constituer un portail de service où l'utilisateur se connecte sur ce portail de service et demande une VM ou un ensemble des VM ou un ensemble d'architecture selon l'operating system qu'il souhaite, avec des liens sur notre CMDB et différents systèmes référentiels techniques et maison, pour qu'au final, sur le portail de service, c'est un peu le schéma qui est représenté ici. L'utilisateur, depuis notre portail de service, fabrique son architecture et on lui déploie automatiquement, quand c'est des serveurs virtuels, selon les ressources qu'il demande, automatiquement, quand ça nécessite des ressources physiques, à ce moment-là, on a un workflow de validation et l'infrastructure va commander les serveurs nécessaires. Donc tout ça, c'est du développement maison avec un outil HPO pour orchestrer des processus techniques. Et au final, appeler les briques stockage, réseau pour créer des VM en automatique. Et encore une fois, comme je le dis, on avait désengagé VMware en 2004-2005 pour des raisons économiques. Malheureusement, le prix à payer, c'était de maintenir tous ces développements maison avec des équipes en silo. Donc les forces de notre cloud actuel, parce que pour avoir un ordre de grandeur, on a à peu près 6000 serveurs virtuels aujourd'hui en production sur nos data centers. On a pu, grâce à ça, mieux optimiser nos serveurs. Pour les clients, automatiser le provisioning des ressources. Donc l'exploitation est également automatisée en termes de gestion d'incidents, avec des incidents automatiques et via l'orchestration des résolutions automatiques dans certains cas, ou en tout cas de la mise en trace automatique. Avec des possibilités de flexibilité pour déplacer les VM quand il y a besoin de faire des montées de firmware ou des choses comme ça, des choses que connaissent bien les exploitants. Et l'année dernière, on a commencé quelques évolutions plateformes de service, là aussi par du développement maison et en surfant sur l'outil d'orchestration HPO, en appelant là des briques en touchant les équipes réseau. Parce que quand on parle d'un pattern de déploiement, d'une architecture complète en production, là on ne parle pas que de la vue dev, il est nécessaire de mettre en place des load balancers réseau pour de la répartition de charges et essayer d'adresser l'autoscaling. Donc là aussi,
On a développé quelques patterns en lien avec nos référentiels et puis les aspects très techno, appelés le plugging du F5 pour pouvoir faire du load balancing. Mais l'ambition était très limitée sur quelques patterns pass, parce qu'on a très bien vu déjà depuis 2-3 ans que la stratégie qu'on avait à faire du développement maison, sur le long terme, et avec le plus en plus de besoins que nous demandaient en fait les nouveaux projets en déploiement worldwide, que la partie hybridation les posait problème. Donc les faiblesses c'était les faiblesses actuelles qu'on subit entre guillemets, c'est aujourd'hui le maintien de ces outils métiers et la dépendance de quelques experts sur certains outils. La problématique de performance qui n'est pas toujours évidente à respecter en termes de SLA. Et par rapport à des grands acteurs du cloud, la gestion élastique, on n'y est pas complètement, en particulier sur le décommissionnement. Évidemment, comme toutes les grosses compagnies, se posaient les problématiques de DevOps et de livraison continue pour répondre de plus en plus rapidement aux besoins business. Donc les enjeux ont été clairement déjà de se rapprocher des standards du cloud. Donc on a regardé un petit peu les solutions open source, je vais en reparler. Encore une fois, par rapport au contexte où, à la base, on ne voulait pas faire du VMware, qui est aujourd'hui un peu qui était le standard. Répondre aux besoins de cloud hybride aussi pour s'étendre à l'international. Et pour rapport au business, essayer de réduire le time to market avec une approche DevOps. Donc notre positionnement cloud, clairement, quand on regarde ce slide-là que j'aime bien, pour les applications traditionnelles ou des acteurs qui ne sont pas VMware, comme nous, c'est clairement du cloud orchestré par de l'assemblage de différentes briques pour délivrer un service qui est plutôt IaaS-centric. Après, ceux qui sont sur du VMware, la plupart des grosses sociétés ont du VMware, sont assez contents, sauf du prix, bon, c'est normal. Mais là, on a une gestion un peu automatique où, une fois qu'on place sur VMware, souvent, en faisant des échanges avec des clients sur VMware, ils nous disent fréquemment, ils ne savent pas trop où sont leurs VM, ça se débrouille tout seul. Bon, ils savent que par contre, en fin de mois ou en fin d'année, il faut payer. Voilà. Donc, on a vu aussi ce schéma. Donc, évidemment, certains de nos clients aussi, pour certains use cases, aller sur du cloud public, surtout dans un mode SaaS. Et on voyait bien que si on ne se rapprochait pas de ces nouvelles tendances et d'aller un peu plus rapidement, de plus en plus de métiers allaient sur l'extérieur pour des applications CRM ou autres. Donc on a commencé à regarder les solutions open source autour d'OpenStack et il y a eu des grosses discussions avec nos directions en disant est-ce qu'il ne faudrait pas se rapprocher de nouveau avec VMware, parce que bizarrement, l'année dernière, avec l'arrivée d'OpenStack qui gagnait énormément en maturité, donc je ne vous fais pas le pitch d'OpenStack avec la communauté qui a grandi énormément, VMware est revenu vers nous et là était beaucoup plus à l'écoute au niveau des aspects économiques, était prêt à faire un deal global sur 3 ans pour reprendre toute notre infrastructure et le mettre sur VMware. On a trouvé ça un peu bizarre. C'est bizarre parce qu'on s'est engueulé avec eux il y a 5-6 ans et puis là, bizarrement, ils divisaient leur prix par 10. On s'est dit tiens, alors on a fait une étude de ROI assez poussée parce qu'en interne, il y avait des pros VMware et il y avait aussi des anti-VMware. Donc on a essayé de faire une étude assez objective sur les 3 items maturité, ROI et vision cible à 3 ans. Donc en termes de maturité, il est clair quand on a lancé l'étude fin 2013, début 2014, OpenStack 2013 n'était pas à l'état du OpenStack maintenant. Il est clair qu'il y a des nouvelles versions tous les 6 mois, mais il y a quand même une grosse différence. Et quand on a commencé à regarder en 2014 la version communautaire, il y avait un certain nombre de manques. La partie ROI avec VMware, bien qu'il y avait une baisse de prix phénoménale par rapport à il y a 10 ans, le ROI à se dégager en 3 ans était quand même assez difficile par rapport à la reprise de tout notre legacy. Parce que l'objectif, c'était quand même de limiter la diversité et d'avoir une capacité à reprendre le legacy et de travailler sur les futures applications. Donc ce qu'on a décidé, c'est de lancer en fait un test en tout début 2014 de la version communautaire OpenStack. Et le constat était quand même assez rapide de dire qu'il nous fallait absolument au niveau entreprise avoir une distribution en fait fournisseur pour des aspects packaging, support, outils connexes, aspects de la sécurité par rapport à la version pure communautaire. Entre-temps, on avait quand même mis un tout petit peu de VMware parce qu'il y avait une tendance il y a 3-4 ans où certains éditeurs fournissaient des applicatifs sous forme de virtual app avec obligatoirement un format VMware. Donc ce qui était assez rigolo, c'est qu'on avait 2 études avec VMware,
une étude globale de ROI et puis une demande à la licence unitaire pour installer juste la petite ferme VMware nous permettant d'héberger des virtual appliances d'infrastructure. Donc ça a été un peu le début de l'histoire. Et donc au final, on a décidé de rester avec un minima VMware et de capitaliser plutôt sur une vision future, sachant que en 6 mois et 1 an, avec les gros acteurs autour d'OpenStack, on a senti en fait un revirement du marché. Par contre, ces fameux acteurs qui voulaient nous accompagner il y a une dizaine d'années sur du VMware avec ce que j'appelle des cloud in the box, nous ont fait le même discours en disant OpenStack c'est génial, il ne faut plus faire du VMware, mais par contre, pour vous faciliter la vie, on va vous mettre une cloud in the box avec de l'OpenStack, c'est open source, mais par contre, on va vous mettre des systèmes hyper convergés, vous inquiétez pas, vous n'aurez rien à faire. Donc ce slide, je l'aime assez bien, parce que d'ailleurs c'est un slide de VMware qui est très positionné software, qui dit finalement les leaders, les Google et les Facebook, qu'on veut tous essayer d'atteindre, sauf que eux, en termes d'applicatifs, c'est des workloads assez équivalents, ce qui n'est pas le cas d'un point de vue entreprise. Donc se poser les questions de dire est-ce qu'on va dans un cloud in the box avec l'OpenStack, des systèmes hyper convergés. On avait certains collègues en interne qui étaient assez amoureux des systèmes hyper convergés, parce que la partie réseau et la partie stockage, pour des équipes système, c'est un peu emmerdant, parce qu'il faut dépendre de l'équipe stockage. Donc certains en interne, vous voyez bien l'intérêt des systèmes convergés. Donc il y avait pas mal de lobbying où il fallait adresser les techniques qui veulent être autonomes avec une vision cible. Donc clairement, en fait, par rapport à nos stratégies 86 qu'on avait démarré il y a 5-6 ans, on a essayé un petit peu de casser ce lobbying et essayer de converger sur une voie, une vision commune, qui est de dire les gros acteurs cloud font de la communauté avec des services 86, également au niveau du stockage, ont une stratégie open source. L'hyperconvergé, c'est bien, mais pour une vision cible globale, clairement, et c'est un peu ce qu'on a essayé de marteler en interne et d'avoir de partager cette vision, c'est qu'aussi bien sur la partie serveur qui est assez facile et la partie stockage maintenant avec les approches software defined storage, c'est de partager cette vision de déploiement purement software mais sur de la commodité qui nous permet en fait de passer d'un fournisseur à un autre très facilement. Au niveau x86, ça fait déjà 5-6 ans, même plus, qu'on fait des appels d'offres tous les 2 ans en remplaçant le service 86 avec des coûts d'investissement qui sont vraiment très très faibles. Ce qu'on veut faire, c'est la même chose au niveau stockage. Privilégier les standards open source, oui. L'open source, c'est bien, mais ce n'est pas forcément gratuit. Parce que, comme je le disais, la première étude de la version communautaire OpenStack, on a vu qu'il y avait quand même des manques et il fallait quand même, on avait quand même quelques difficultés d'intégration. Donc on a décidé de lancer un RFI. Et on a aussi expliqué en interne que OpenStack ne pouvait pas adresser tous les workloads. Et que notre cloud qu'on a monté depuis 10 ans, on n'allait pas le démonter. Et en termes de stratégie, notre cloud aujourd'hui répond en fait à des stratégies où la résilience est plutôt hardware, par des fermes clusters d'hyperviseurs, et on a tout type de VM. Alors qu'avec un OpenStack, on voit que plutôt la tendance microservice sera plutôt dans une stratégie de déploiement de petites VM, de petits containers, je vais en reparler après, avec une problématique qui est plutôt en design for failed, avec une résilience applicative, et dont la scalabilité est par ajout de VM. Donc ça, c'était un peu le positionnement, donc qui est un peu théorique, qu'on est en train de travailler pour dire finalement, avec les distributions commerciales et des valeurs ajoutées à OpenStack, certaines distributions peuvent également embarquer du legacy en part, parce qu'évidemment, la croissance en termes de pure nouvelle application serait vraiment limitatif. Donc, début 2015, on a lancé un RFI OpenStack avec plusieurs fournisseurs. On a décidé d'en retenir 3. Et l'objectif, c'est de lancer un RFP à la fin de l'année, début 2016, pour la mise en production avec une reprise de legacy et surtout une capitalisation sur le long terme. Au-delà de ça, en fait, on a lancé des pilotes par rapport au buzz qu'il y avait autour des containers Docker, pour voir comment se positionner Docker par rapport à OpenStack. J'en parlerai après sur la partie PaaS. Le point important, c'est que d'un point de vue infrastructure, on a vu très vite que dans OpenStack, ce qui était assez compliqué, c'était la partie réseau. Et en particulier, la problématique de créer de l'overlay au niveau de la brique Neutron d'OpenStack. Parce que là, les équipes réseau étaient un peu en mode aveugle au niveau des troubleshooting par rapport à ce qu'ils connaissaient déjà des virtual switch, des hyperviseurs. Là, c'est encore pire avec OpenStack quand on parle d'overlay avec Neutron.
Parce que dans la notion de tunnel portée par OpenStack, les gens du réseau ne peuvent pas faire le troubleshooting. Donc on les a un peu bousculés pour lancer un RFI SDN, Software Defined Network, que ce type de solution purement software permet justement aux équipes réseau de se retrouver en termes d'expertise et d'avoir une solution soft qui permet d'avoir les mêmes objectifs qu'OpenStack et la brique Neutron du provisioning automatique des VLAN réseau et de la gestion de l'overlay, mais avec une capacité de troubleshooting comme ils le font aujourd'hui avec des switches physiques. Sur la partie stockage, l'approche Software Defined Storage est également complétée par un RFI qu'on a lancé sur la partie Object Storage, qui est quelque chose qui est un peu nouveau dans le monde entreprise par rapport au traditionnel stockage SAN bloc ou stockage NAS fichier. L'objectif, c'était de pouvoir héberger en fait tout ce qui est rich media qui est aujourd'hui sur des partages NAS et en essayant de baisser les coûts pour rivaliser avec des Amazon type S3 en termes de coûts. Donc ça, c'était l'objectif, mais également pour avoir une stratégie de repository pour la gestion des images OpenStack et Docker. Donc ce qu'on a clairement prévu, c'est qu'aujourd'hui, on est en mode pilote avec des environnements de test, de formation, des environnements de containers Docker qui, bizarrement, certains éditeurs qui nous poussaient à avoir du VMware, parce que pour eux, VMware est un standard de fait il y a quelques années. Donc quand il y avait le format de Virtual Appliance où il n'y a jamais eu un format normalisé, l'espérando de la virtualisation, c'était le format OVA, Open Virtualization Format, et OVF. Et finalement, ça n'a jamais débouché. Et souvent, des fournisseurs nous imposaient format VMware. Ces mêmes fournisseurs, aujourd'hui, c'est récent, fournissent des virtual appliances en format Docker. Ça prouve bien que déjà, l'écosystème par rapport à dire que VMware est un standard de fait, c'était vrai il y a 2 ans, ça l'est un peu moins maintenant. Donc ça, on a des environnements plus qu'en test au niveau de containers Docker par rapport à des virtual appliances d'éditeurs qui désormais sont en format Docker. Par contre, on est assez lucide par rapport au déploiement OpenStack. Ce qu'on souhaite, c'est qu'en 2016, on fasse un pilote opérationnel un peu plus étendu, mais pas avec l'ensemble des briques de la vision cible. La vision cible, elle est clairement avec la brique SDN, dont les exploitants réseau auront la maîtrise, ce qui va être pas le cas dans la phase 1. Et également, en fait, une alternative au stockage relativement coûteux SAN et NAS avec l'utilisation de la solution open source Ceph, qui est aussi assez complexe à mettre en œuvre. C'est pour ça qu'on veut la faire en 2 temps. Sur la partie orientation pass, donc là aussi, il y a du buzz, il y a aussi un décryptage et une problématique vis-à-vis des enjeux DevOps qui sont rapprochés entre la vue développeur et la vue infrastructure. En complément d'OpenStack, on avait lancé également une étude sur la partie plateforme Cloud Foundry. Donc j'ai taquiné un petit peu l'intervenant de Red Hat tout à l'heure. Parce que dans cette étude de solutions de plateforme de service, on a pas mal bataillé en interne PSA. Il y avait des pros OpenSwift de Red Hat, il y avait des pros Cloud Foundry. Pour moi, c'est Cloud Foundry, c'est pas parce que je le poussais, mais quelque part, c'est la fondation qui a pour moi fait gagner au Cloud Foundry. Parce qu'il y a une fondation Cloud Foundry, ce qui n'est pas le cas d'OpenSwift avec Red Hat. Il y a toute une communauté autour de Cloud Foundry, la même communauté qu'OpenStack. Donc pour nous, PSA, clairement, OpenStack et Cloud Foundry, en termes de solutions IaaS et PaaS, c'est tout à fait un complément nécessaire. Après, Docker est très intéressant par rapport à une alternative de la virtualisation, dans le sens où il permet justement ce fameux packaging produit applicatif qui a été apporté historiquement par des VApp de type VMware. Et ça permet pour le développeur de pouvoir faire des tests complets en termes d'intégration continue. Et donc, ça peut accélérer son déploiement. La problématique qu'on va voir dans le slide d'après, c'est le déploiement en termes de production. Il y a la livraison continue, mais la question se pose en termes de pattern d'architecture et de diversité d'outils. Donc, ce qui est important, c'est que ces 2 stratégies doivent être de concert avec la partie outillage DevOps, avec, vue du développeur, une adoption obligatoire des outils d'intégration continue. Donc, chez nous, on utilise une solution autour de la solution TeamCity, et également de tout ce qui est problématique de repository, d'artefacts, des objets études, également Indus, pour qu'on puisse faire de l'intégration continue et de la livraison continue de bout en bout en délivrant sur une plateforme PaaS et IaaS.
la problématique de cartographie et de choix de plateforme, je vais en parler juste dans le slide d'après. Ça, c'était juste pour dire que le débat Red Hat, OpenSwift ou Cloud Foundry, pour moi, était mort. Parce que quand on voit tous ces acteurs qui sont dans la fondation Cloud Foundry, je l'ai taquiné un petit peu tout à l'heure, mais il n'y a pas débat. Alors, par rapport à Cloud Foundry versus Docker, déjà, en fait, il y a souvent pas mal de confusion entre Docker, le format container, et Docker et son écosystème. Quand on parle de Cloud Foundry, en fait, et par rapport à ce qu'on faisait au niveau de chez PSA jusqu'à maintenant, c'était d'industrialiser des produits à une autre façon. Et ce qui nous posait problème, c'était après, derrière, la portabilité sur des clouds externes. Là, Cloud Foundry, avec des notions de build de pack, on prend un build de pack Tomcat, on va pouvoir constituer son application avec ce build de pack et le pousser sur la plateforme. Avec Docker, c'est pareil. On peut avoir, en fait, avec Docker Registry, une image Docker Tomcat, et vu du développeur, la différence, c'est que le développeur avec Docker va être... en général, les développeurs préfèrent Docker parce qu'ils ont une certaine autonomie en se disant que sur leur desktop, leur poste de travail, ils vont prendre un container sur Docker Registry, ils vont créer leur applicatif. Et par rapport à tout le discours qu'a dit le monsieur de Red Hat tout à l'heure, on est complètement dans un mode où ils vont effectivement pouvoir faire des tests jusqu'au bout, y compris sur leur PC. Et pour eux, en le poussant en prod, ça va être la même chose. Sauf que quand on parle de pattern avec de la répartition de charges, des positionnements sur des serveurs différents, là, on a besoin d'un écosystème complet de Docker. Et ce qu'a un peu poussé récemment Docker au niveau d'un mode entreprise, c'est des composants comme Docker Swarm, Docker Compose, etc., pour avoir un déploiement sous forme de pattern qui est complètement différent entre tester sur son PC et le délivrer sur la production. Et donc les questions qui se posent, c'est que par rapport à un Cloud Foundry, où là, le développeur, en termes de processus, pousserait son applicatif sur la plateforme Cloud Foundry qui va créer des conteneurs. Donc là, j'ai mis Docker, parce que pour moi, par rapport pour ceux qui étaient là tout à l'heure vis-à-vis du débat du format de conteneur, ce n'était pas le cas des premières versions de Cloud Foundry. Mais comme il y a un projet en fait, communautaire autour du format de conteneur, maintenant il y a plus de débat. Le format standard sera Docker en tant que format de conteneur. La grosse différence, c'est qu'un Cloud Foundry fabrique les conteneurs par rapport à un code qui est poussé par l'utilisateur, alors qu'au niveau Docker, ça va être le développeur qui peut créer ou fabriquer son conteneur. Donc c'est une question de processus pour qu'en final, on arrive aux mêmes objectifs. Pour nous, en fait, et là on partage assez bien ce que disent les gens sur Docker, c'est que Docker permet de prendre un certain nombre de patterns de legacy, ce qui n'est pas le cas d'un Cloud Foundry. Ce qu'on a à résoudre, et là on va essayer de voir avec la communauté comment essayer de converger, l'idéal pour nous serait de dire finalement, si on pouvait standardiser le format en termes de gestion de build de pack ou de Docker Registry, ça serait l'idéal pour que finalement un développeur, s'il passe par Cloud Foundry, il fabrique un container sur une base Tomcat, il le réutilise sur son PC, continue à modifier le conteneur et on va avoir la certitude que par rapport à des tests qu'il va faire sur son PC et si on le déploie sur une infrastructure Cloud Foundry, ça fonctionne de la même façon. Ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Et là, il y a des débats en interne, mais dans pas mal de grandes compagnies. On a échangé ce matin encore au niveau du CRIP sur la problématique de maîtrise de tout cet écosystème et de diversité entre des choix où on doit prendre tout l'outillage Docker ou d'avoir une réelle plateforme de service type Cloud Foundry. Donc voilà, je lance le débat. On n'a encore pas toutes les réponses en interne PSA. Il y a des gros débats et on est aujourd'hui dans l'expérimentation. Et l'objectif, c'est justement essayer de partager et essayer de faire influencer la communauté pour que, quelque part, dans la vue DevOps, il y a plusieurs axes possibles. Le tout, c'est, encore une fois, selon les patterns compliqués au niveau applicatif, faire du load balancing à du service, il y a plusieurs façons de le faire. Et clairement, il va falloir définir une cartographie et faire des choix. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que finalement, l'open format au niveau container, qui a été fait avec toute cette communauté, on puisse également avoir des synergies sur une approche PaaS pour que finalement les uns terrains et des autres, que ce soit au niveau de Docker ou Cloud Foundry, ces communautés en fait, finalement convergent pour qu'on évite à se poser ces questions-là par rapport à une approche DevOps
dont pour nous en tant que clients, l'objectif c'est de pouvoir faire vraiment du développement rapide et de la livraison rapide. Voilà, j'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? C'est vrai que les sujets sont très différents les uns des autres au niveau de l'après-midi. Par rapport à votre comparaison OpenShift et Cloud Foundry, vous avez donné qu'un seul argument, c'est celui justement de la communauté et c'est tout. Oui. Mais, vous avez essayé, en fait, vous cherchez à faire du PaaS en open source, mais au niveau IaaS, vous avez quoi? Vous avez déjà... OpenStack. L'objectif, c'est d'aller sur du OpenStack en termes IaaS. Et le débat qu'on a eu il y a 2 ans, Cloud Foundry versus OpenSwift, on ne pouvait pas courir tous les lièvres. Donc le fait que la communauté OpenStack avait déjà des naissances bien avant, commence à grossir de plus en plus. Quand on a vu que des gros acteurs allaient sur du Cloud Foundry, et que Red Hat était un peu scellé sur OpenSwift, on a essayé de casser ce débat-là en se disant on va aller sur la communauté qui va être la plus grande. Parce qu'en termes d'operating system, on n'est pas Red Hat, on est SUSE. Donc je pense que le débat peut être un peu différent par rapport à des clients qui sont déjà Red Hat historiquement. Les clients Red Hat historiques, forcément, vont aller sur de l'OpenSwift. Nous, on était plutôt SUSE, et vis-à-vis des gros players comme HP, comme IBM, comme SUSE, allant sur Cloud Foundry, le débat, on l'a vite plié. Et par rapport à des développeurs qui étaient plutôt intéressés par OpenSwift, on a essayé de casser ça en disant non, nous, on veut l'aspect communautaire la plus grosse, parce que c'est un gage de pérennité. Sur ce choix de plateforme, c'est relativement complexe, on ne peut pas se planter. Chez PSA, on a très peu de ressources. Là, on est une petite équipe sur cette gestion IaaS et PaaS. On ne pouvait pas se permettre de se planter pour délivrer une plateforme à des fins DevOps de la communauté de développeurs. Donc c'est la principale raison, mais c'est quand même un gage de pérennité quand il y a une grosse communauté. Mais là, la question se pose maintenant entre, pour moi, le débat OpenSwift, Cloud Foundry, pour moi, il est dépassé. Red Hat ne va pas dire ça, bien sûr. Le vrai débat actuel, c'est Cloud Foundry au sens PaaS versus certains disent du container as a service avec tous les écosystèmes Docker. Parce que Docker a un buzz énorme et un gros intérêt pour les développeurs, sauf qu'il y a une différence entre la vue développeur d'autonomie pour faire de l'intégration continue et faire des développements agiles par itération et pousser. Parce que pour le développeur, quand il fait un dessin, c'est un push en prod, ça va tourner comme sur Amazon. Sauf que quand on veut du load balancing de service, etc., c'est pas juste Docker Machine qui va répondre à ça. Il faut du Docker Swarm, etc. Et donc là, quelque part, l'ensemble des composants Docker reviennent pour nous à un équivalent de Cloud Foundry. Donc c'est ça qu'on veut essayer de faire bouger au niveau de la communauté pour arrêter les guerres de chapelle. C'est pour ça que je taquinais un peu la personne de Red Hat, parce que je pense qu'il faudra à un moment donné arrêter les conneries, comme les différents formats de containers. Et il y a je vous invite, j'ai pas mis le lien, mais il y a un projet communautaire sur la partie Open Container Format, donc, qui est très récent, mais qui a décrété que le format standard, c'était Docker. Donc le débat en termes de format de conteneur, c'est plié. Maintenant, c'est la problématique passe. Et nous, clients, on aurait tous intérêt à ce que la communauté Docker et Cloud Foundry, et donc du coup embarque également Red Hat, ça en tout cas c'est une lettre au Père Noël, convergent. Parce que quelque part, on arrêterait de se poser ces questions-là. On a un vrai débat qui est de dire ceux qui sont historiquement VMware sont sur VMware, mais pour le futur, d'avoir cet aspect open source et communautaire, et qu'on arrête de faire des différentes solutions et qu'on se concentre sur le business, et que quelque part, où on soit, on ait de la compétence Docker, OpenStack, etc. C'est un vœu pieux, parce qu'évidemment, il y a des intérêts différents sur les uns et les autres, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une problématique de maîtrise de diversité, de choix et d'orientation. Et l'aspect communautaire, encore une fois, sur un OpenStack, un Cloud Foundry, quand on voit l'explosion de la communauté, clairement, on ne peut pas lutter. Parce que les forces de frappe, c'est des milliers de développeurs derrière. Donc je ne vois pas comment un Red Hat va pouvoir assurer par rapport à une communauté au Cloud Foundry où il y a des gros players et des milliers de développeurs.